Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Node.js dans laquelle je vais notamment vous parler un petit peu de l'installation sur Windows qui est un petit peu particulière par rapport aux utilisateurs sur Linux ou sur macOS. Et par la suite, on va voir quelques particularités de Node.js, le fonctionnement par défaut, donc son fonctionnement de base, avec le gestionnaire de package NPM et les petits outils qu'on va utiliser globalement pour faire du développement. Donc on est parti. La première chose à faire pour faire Node.js, alors si vous êtes sur Windows, eh bien entendu, il faut l'installer. Donc là, j'ai déjà téléchargé normalement le petit Node.js install qu'on a ici. Donc on le lance tout simplement. Alors rien de compliqué, hein. Je laisse tout par défaut. Ici, par contre, il faut bien vérifier que le add to path soit bien comme ça, là, et pas comme ça. Donc il faut qu'il soit will be installed dans local hard drive. Ça, c'est pour qu'il ajoute justement son path au commandeur, enfin au shell de Windows. Sur Linux, dès que vous faites l'installation, de toute façon, ça fonctionne directement. Sur Windows, c'est pas toujours gagné. Hop là, donc là on a fini, on va lancer directement le shell et on va vérifier que Node est installé en tapant tout simplement node espace-version. Donc ça fonctionne, et ensuite le npm-version. Et là j'ai bien des versions qui sont lancées. Donc l'installation s'est bien passée, on a pu voir que c'est quand même extrêmement simple. Donc pour la suite du tutoriel, on va donc partir sur mon serveur. Alors j'ai créé un dossier tuto, hein, bien entendu pour ce tutoriel. Alors on va déjà commencer par les premières commandes à connaître sur Node, mais avant ça on va d'abord voir comment on utilise npm. Vous avez pu voir que j'ai utilisé la commande npm-version, enfin -version pour voir la version de npm, mais je ne vous ai pas vraiment parlé de npm. NPM, c'est le gestionnaire de package de Node.js. Alors, si j'arrive à... Donc, il y a un site, hein, npmjs.com, qui permet de voir, en fait, c'est le repository de NPM, qui permet de trouver tous les dépôts, enfin, tous les packages, plutôt, tous les packages qui existent pour NPM. On peut voir qu'il y a un package qui s'appelle NPM pour NPM, un peu bizarre, mais voilà. On a Browserify, Express, PM2, Grunt, Gulp, Bower, etc., Forever. On en a un tas plus un autre tas. Il y en a vraiment énormément. Alors, NPM ne permet pas seulement d'installer des packages, quoique si, il permet principalement d'installer des packages, mais il permet aussi de mettre à jour Node.js à travers un package qui s'appelle N, tout simplement. Enfin bref. Alors, pour commencer avec Node.js, je vais déjà vous montrer un petit peu que Node n'est pas sorcier et vous pouvez très bien vous en passer, au moins pour lancer des commandes bizarres. C'est à travers la console de Google Chrome. Je parle bien de la console de Chrome, celle de Firefox et les autres, je ne les connais pas, théoriquement, c'est la même chose, c'est un moteur JavaScript qui tourne derrière. La seule différence entre la console de Chrome et les autres, c'est que celle de Chrome comporte le moteur V8, donc de V8, qui est la base de Node. En fait, le serveur Node.js est basé sur le moteur V8 qui est lui-même présent sur Chrome. C'est-à-dire qu'en fait, la console que nous avons sur Chrome, le petit shell dans notre console, eh ben, c'est exactement la même chose que sur notre PC ou notre serveur quand nous lançons la commande node. Donc ici, tout ce que je vais taper là, donc par exemple, si je lance un console.log de hello world, ici, j'ai bien un hello world qui me paraît un peu bizarre, j'ai mis un W. Et ici, si je tape la même chose, console.log de hello world, sans le W, c'est moins choquant. On a exactement la même chose, un W près. Hein. On a notre hello world qui est bien retourné, et nous avons un undefined de la même façon que nous l'avons ici. En fait, le undefined, c'est simplement que Node, par défaut, attend un retour de la commande que l'on lance. Là, il n'y a pas de retour, c'est simplement de l'affichage, du coup, il dit que le retour n'est pas défini.
Hop, si maintenant je fais un var toto égale tata, par exemple, j'ai juste mis tat, il me retourne une define, on va voir ce qu'il me dit ici, tata, hop, il me dit que j'ai fait une connerie, et j'ai pas mis les mêmes, hop là, il me dit bien une define de la même façon. Maintenant si je fais un console.log de toto, il me retourne bien tata avec un undefined. Ici, si je lance un console.log de toto, il me ressort bien tat avec un undefined. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer que ce qui tourne derrière Chrome, c'est ce qui permet de faire tourner Node.js. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc on est parti avec NPM, les commandes de base de NPM, et notamment la première commande qui est le init. On va quitter. Hop là. Donc npm init qui permet de générer un fichier package.json qui est la base de tout. Dès qu'on développe quelque chose avec Node.js, de toute façon, il faut un package.json dans lequel on va avoir le nom de notre projet. Donc là, il s'appelle tuto. Donc en fait, il prend le nom du répertoire dans lequel on se retrouve. La version de notre projet. Moi, je mets toujours en 001 puisque 1 point quelque chose, ça voudrait dire que ma version est déjà stable. Une description, un tutoriel. Ah, j'ai mis une tutoriel. Voilà, c'est pas grave. Notre point d'entrée. Notre point d'entrée est important. Elle permet, quand on fait un require, de savoir quel fichier il est censé inclure. Donc ça, c'est bien quand on développe un package, mais c'est aussi utilisé quand on utilise certaines particularités de Node, et notamment NodeMon, qui est un petit binaire qui nous permet de relancer Node à chaque fois qu'il détecte une modification sur notre fichier. Donc là, je vais laisser index.js, de toute façon, vous allez le voir un petit peu plus loin. La commande de test, c'est une commande que vous pouvez lancer quand vous lancez npm test. Git repository, c'est votre repo. Git, les keywords, des mots-clés pour votre package. L'auteur, donc l'auteur avec notamment son mail. Donc ici, renouveau@mail.com. La licence, donc ISC ou MIT ou n'importe quelle autre licence que vous utilisez, je laisse celle par défaut. Et enfin, il nous demande si on est content. Si on ne l'est pas, on met non. Si on l'est, on laisse par défaut et on fait entrer. Et là, on voit que notre package.json a bien été écrit. Je fais la petite correction parce qu'une tutoriel, pas terrible. Donc on retrouve toutes les informations que l'on a mis, sauf celle-là, le test echo error not state specified. Oui, il va simplement faire un petit écho quand on va lancer la commande npm test pour dire il n'y a pas de test qui a été spécifié. Voilà. On n'a pas spécifié de test. Donc ça nous retourne cette erreur. Voilà. Alors ensuite, les commandes principales, c'est install, qui nous permet d'installer des packages, donc d'éventuels packages que vous aurez trouvé ici, donc par exemple grunt CLI, si vous voulez l'installer, gulp, browserify, bower, par exemple bower, si vous voulez installer bower, npm install bower, il va créer un package node module avec bower à l'intérieur, et tout le package de bower. La deuxième chose, c'est le --save, sur la même base, npm install bower --save. Donc ça, c'est simplement pour que npm mette à jour votre fichier package.json pour que derrière, il y ait les dépendances utilisées pour le développement de votre application et surtout pour son utilisation. Donc on a le -save et on a le -save-dev qui, de la même façon, permet simplement d'avoir un dev dependencies pour quand vous lancez la commande npm install, qu'il n'installe que les dependencies et non pas les dev dependencies qui sont normalement utilisées pour le développement. Alors ces commandes-là peuvent être réduites, puisque bien entendu, install, ça peut être long à écrire. Nous avons npm i qui remplace le install. Donc, par exemple, je vais mettre gulp. Donc là, je veux faire un install de gulp et je veux l'installer dans les dependencies. Je fais -d majuscule et là, je vais le retrouver dans mon dev dependencies. Et aussi dans mon node module, il va apparaître dès qu'il sera arrivé. Voilà, gulp. Et hop, non, il l'a pas refresh. Ça, c'est les aléas de. Et j'ai bien mon gulp qui est là. Les aléas de Sublime Text. Donc voilà, bon, ça, ce sont les commandes de base. Et vous avez bien entendu le -s majuscule pour le save dans le dependencies. Donc on a vu tout à l'heure un console.log de Hello World. Alors, à savoir que le console.log, c'est la commande la plus importante de Node
de JavaScript en elle-même, puisque c'est elle qui va vous permettre de retourner vos informations brutes. C'est comme le echo ou le printer de PHP. C'est le console log qui vous permet énormément de débugger votre application. Alors, on va refaire un console log, et pour ça, je vais avoir besoin d'un fichier, parce que je ne vais pas le lancer dans Node, je vais le lancer depuis Node. Donc, je crée mon fichier index.js, c'est mon main qui est ici. Et là, on va refaire notre console.log de Hello World. Hello World. Derrière, pour afficher ça, je vais lancer ma commande node index.js pour lui dire, lance-moi le fichier index.js. Il me affiche bien, et j'ai fait encore une fois la même erreur, il affiche bien mon Hello World. Hop là. Maintenant, j'ai un package qui est très utile, c'est NodeMon, parce que comme vous l'avez vu, là, Node a lancé le truc et il s'est arrêté derrière, puisque déjà, il n'y a rien qui se lance. NodeMon, lui, va rester ouvert et va être à l'écoute du fichier index.js et va redémarrer automatiquement notre application à chaque fois qu'il va y avoir un événement sur le fichier index. Donc là, par exemple, si je mets autre chose, salut les gens, à l'enregistrement, j'ai bien mon salut les gens qui apparaît. Donc ça évite d'avoir à faire un CTRL-C et de relancer Node machin. Première partie qu'on va voir, c'est le HTTP. On va refaire un Hello World, mais pour les navigateurs web. Alors, Node.js, c'est JavaScript. Il a été développé en C++ et il a été développé de façon très bas niveau. C'est-à-dire que de base, il n'y a rien. Node ne contient absolument rien à part le require et le JavaScript. À partir de là, ça veut dire que nous sommes en très bas niveau et que dès qu'on va avoir besoin de créer quelque chose, on va avoir la main dessus de A à Z. Donc là, par exemple, on va créer un serveur web à partir du module HTTP. Hop, donc je require le module HTTP. Donc ça, ce sont des modules qui sont par défaut dans Node. Vous allez dans la doc et dans l'API docs. Et en fait, vous avez les modules qui sont présents. Donc le FS, file system, les global, le HTTP, HTTPS, du module net, etc. Donc là, on va regarder HTTP et le net, qui sont deux modules quasiment identiques, à la différence près que net fait du socket, alors que HTTP fait simplement du HTTP. Donc, on requiert le module HTTP, donc c'est un petit peu comme le import d'une librairie en C, pour ceux qui ont déjà fait du C. Et ensuite, je vais définir un serveur. Donc, var serveur égale. Et ensuite, je vais utiliser mon HTTP que j'ai créé plus haut, et notamment avec la commande create server. Le create server, il demande une fonction request listener. On va l'écrire, donc create server, et dedans, on va envoyer notre fonction request server. Donc ici, je mets rec, donc en fait c'est request, donc, je vais vous l'écrire en plus clair, et res pour response. C'est simplement request, c'est la requête qui est reçue par ma fonction ici, et response, c'est la réponse qui est envoyée par ma fonction. Donc en fait, request, ce sont toutes les données que le client va envoyer quand il va essayer de se connecter à mon serveur web, et response, c'est toutes les informations que mon client va recevoir du serveur quand le serveur a reçu une connexion. Donc ici, je lance la commande response.writehead. Et oui, à la différence de Nginx ou de Apache, on est obligé d'écrire les états et notamment les en-têtes pour dire au navigateur ce qu'on lui envoie. Donc là, je vais simplement lui dire que j'envoie un content type. Hop. Je vais lui envoyer du texte plein. Texte plein. Donc du texte entier. Et derrière, je vais lui envoyer la fameuse réponse, donc response.end. Et là, je vais faire mon hello world. Avec un anti/n pour le retour chariot. Donc là, on est content, on a un événement, on a notre serveur qui a été créé, mais si j'enregistre, il se passe rien. Notamment si je vais sur l'adresse de mon serveur me répond page inaccessible. Et oui, puisqu'on a beau avoir créé un serveur, on lui a pas défini de port par défaut sur lesquels écouter. Donc on va le faire, server.listen, tac, et là, je vais lui dire que j'écoute sur le port 3000. Alors, ici, je définis la requête serveur avec les informations qui seront reçues et envoyées. Et ici, je définis l'écoute sur cette fonction complète.
Donc je pourrais très bien l'écrire là, hein, la suite clac. Là, ça fonctionne de la même façon. Donc, par contre, en faisant ça, ça veut dire que mon var serveur n'est pas utile. Vraiment, il vaut mieux le mettre, puisque derrière, on peut utiliser, on a d'autres fonctions que listen, on va pouvoir utiliser ces autres fonctions en cascade ou dans d'autres fichiers. Donc ça, c'est vraiment pour une utilisation avancée. En tout cas, c'est beaucoup plus propre de faire ça. Alors, vous voyez, quand j'enregistre, j'ai bien Node qui démarre. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne quand vous faites un Node. Hop, j'ai mon Node qui démarre, j'ai mon application qui tourne, mais au final, ici, dans ma console, il se passe rien. J'ai aucune retour d'information, j'ai absolument rien. Et on a l'impression que c'est bloqué. Alors, pour vous éviter d'avoir le doute, on conseille toujours de mettre un console.log à la fin du serveur et de dire que le serveur est en écoute. Le serveur écoute sur le port premier. Donc en faisant ça, bien simplement, quand vous allez développer votre application, au démarrage de votre appli, vous allez directement, si j'enregistre, ça sera mieux, vous allez avoir l'information. Le serveur execute, bien entendu, sur le port 3000. Au moins, vous savez sur quel port il est, vous n'avez pas besoin de retourner dans votre code, surtout si vous avez un code qui est énorme, pour savoir sur quel port votre serveur écoute. Donc là, mon application fonctionne toujours bien, j'ai bien mon Hello World. Là, on a vu la première partie, je vais relancer avec NodeMod. Alors NodeMod, il a l'avantage, c'est que c'est un package qui n'a pas besoin de connaître le point d'entrée. NodeMod va écouter, enfin va aller lire le package.json et va regarder dedans quel est le point d'entrée. Donc le fameux main, ici, qui est index.js. Et vous voyez, du coup, il démarre quand même. Le serveur écoute sur le port 3000 et ça tourne. Donc NodeMod, c'est vraiment super pratique, puisque derrière, si je mets un point, il va relancer le serveur sans que j'ai besoin de l'éteindre et de le relancer. Donc voilà, bon ça c'est la toute première chose, on a créé un serveur web. La deuxième chose qu'on va faire, c'est refaire un serveur web, mais en TCP, avec les sockets. Donc pour ce faire, on va utiliser le net, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc le package net, qui est directement intégré dans Node. Ici, donc du coup, je mets net et non pas HTTP. Et par contre, ici, on n'aura pas vraiment de réponse ou de request, on aura un socket. On aura un port qui sera ouvert d'un point A à un point B, donc de notre client vers notre serveur. Et c'est à partir de ce pont entre les deux là qu'on va avoir les informations qui transitent en continu. Donc, socket. Ici, on va afficher, non pas tout ça, parce que tout ça, ça ne nous sert à rien. On va afficher une information, on va demander de nous montrer quand est-ce qu'on reçoit une connexion. Donc, nouvelle connexion depuis l'IP. Et ici, on va mettre l'adresse IP, donc socket.remote address. Hop. Donc là, c'est simplement dès qu'il y a quelqu'un qui va se connecter, et ben on va afficher qu'on a une nouvelle connexion. Et ensuite, on va envoyer à cette personne qui s'est connectée une information, donc notamment notre fameux Hello World. Donc de la même façon que tout à l'heure. La seule différence, c'est que nous sommes en socket et non pas en HTTP, donc en TCP. Le serveur listen, on va le laisser, puisque c'est toujours la même chose. Et maintenant, on va simplement on va indiquer qu'il écoute sur le port TCP et sur le port 3000. Donc là, il écoute bien sur le port TCP, j'ai enregistré, on a bien l'information qui apparaît. Et si je fais un refresh sur mon navigateur client, j'ai bien l'information qui apparaît, nouvelle connexion depuis l'adresse IP, blabla. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a une petite particularité, c'est que le console log est affiché 2 fois. Alors ça, c'est dû au navigateur où la première fois, en fait, il va rentrer dans la fonction, et en fait, il va interroger le serveur. Alors ça, c'est propre aux navigateurs nouveaux. Ils vont interroger le serveur, savoir si le serveur est existant et s'il peut répondre, et ensuite, il va demander la requête. Donc du coup, on a l'idée de 2 connexions. En tout cas, voilà. Socket.io, par exemple, est basé là-dessus, sur ce fonctionnement-là. La seule différence, c'est que Socket.io, eh bien, c'est une grosse librairie qui contient Net et qui fait beaucoup de choses pour vous et qui gère les emits et les événements de façon plus simple, puisque ça a été développé pour.
Donc je vais arrêter pour cette première partie maintenant sur ce tutoriel. J'espère que vous aurez compris vraiment le principe de Node.js, son fonctionnement avec ses différentes librairies et ses packages, même si je suis allé assez vite dessus. Le point important, c'est qu'il faut vraiment connaître JavaScript. Si vous ne connaissez pas JavaScript, vous allez vite être bloqué avec Node.js. De la même façon que sur les serveurs PHP, si vous ne connaissez pas PHP, c'est pas évident. En tout cas, Node.js a quand même une particularité par rapport à PHP, c'est que il est beaucoup plus rapide que PHP dans ses exécutions, puisqu'il est asynchrone. Et comme vous avez pu le voir dans le code, je n'ai pas des fonctions qui sont imbriquées, j'ai une fonction qui appelle une callback. Ça veut dire qu'à partir du moment où le serveur reçoit une information, une demande sur une fonction en particulier, il va lancer cette fonction en tâche d'arrière-plan, et une fois que cette tâche est terminée, il va lancer un événement pour dire « Allô, j'ai fini ». Je te donne cette réponse. Voilà. Alors que PHP, tant qu'il n'a pas fini la tâche, la première fonction sur laquelle il est, votre script est bloqué. Et du coup, ça permet quand même d'avoir des applications qui sont beaucoup plus rapides sur Node.js que sur PHP. Le seul inconvénient, c'est que Node.js est assez compliqué à prendre en main quand on veut faire des applications qui sont vraiment grosses et très lourdes. Après, il faut en avoir l'utilité et le besoin. Le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'hébergeurs qui permettent aujourd'hui d'intégrer du Node.js de façon simple, comme on peut l'avoir avec PHP ou même en Ruby. Donc voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu de continuer continuer vos investigations sur Node.js, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!